Bonsoir. 685 précisément de coronavirus enregistrés au Cameroun ce soir. Le ministère de la Santé publique annonce également que 43 personnes sont guéries de la maladie depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Le Cameroun a malheureusement perdu plus de 9 personnes précisément dans cette pandémie. Et pendant que les chiffres continuent de monter, les 13 mesures du gouvernement pour tenter de barrer la voie à cette pandémie font de la résistance sur le terrain. L'application se heurte justement à des habitudes qui tardent à changer. Et pendant que les chiffres montent, certains estiment que la stratégie du gouvernement prônée actuellement a donc montré ses limites effectivement, et d'autres n'hésitent plus d'ailleurs à demander un confinement général et total de la population pour barrer totalement la voie à ce Covid-19. Et sur ce coup, le gouvernement semble faire le dos rond jusqu'ici. Des politiques ont d'ailleurs lancé des initiatives de collecte de fonds pour tenter de venir en aide aux populations pour barrer la voie totalement à ce Covid-19. Le ministère de l'administration territoriale ce soir est venu comme doucher tous les espoirs de ces populations-là, et même une réponse justement à ces hommes politiques et même des particuliers qui avaient lancé ces initiatives pour collecter des fonds de manière à barrer la voie au Covid-19 dans notre pays. Ces questions et bien d'autres, nous allons les évoquer ce soir dans cette autre édition de Parole d'Homme. Bienvenue à cette émission. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et sur YouTube également. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invité de ce soir s'appelle Nourane Footing. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas de quoi, le plaisir est le mien. Alors, je voudrais commencer avec vous, Nourane, par cette campagne de riposte contre le coronavirus. Vous l'avez annoncé le 4 avril dernier, un plan de riposte contre le Covid-19 dans notre pays intitulé Solidarité Covid 237. Exact. Et la campagne devrait débuter le 10 avril prochain, selon vos annonces. De quoi s'agit-il exactement? Alors, pour moi, c'est une campagne, comme je l'ai bien dit, c'est une riposte en fait au virus qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. C'est déjà une sorte de mettre la population en conscience de ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on nous on va le faire? Malheureusement, on a une population parfois très diminuée, en difficulté, qui n'arrive pas toujours à s'en sortir au quotidien. Donc pour nous, ce plan de riposte, c'était pour aider donc les différentes personnes à pouvoir faire face au coronavirus. Alors comment est-ce qu'on va faire? Ce plan de riposte, c'est en fait, on est en train de vouloir mettre à disposition de toute personne. Ça veut dire déjà, on commence par les personnes qui sont en première ligne avec le virus, à savoir le personnel médical, à savoir les hommes justement, que ce soit des policiers ou des gendarmes, mais également on va dans le sens où on pense aussi aux populations démunies qui ne peuvent pas forcément s'alimenter. Donc tous ces gens-là, pour nous, sont très importants. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est question pour nous de lever des fonds, déjà. Pour pouvoir vous avez mis la barre à 50 millions de francs. On a dit le minimum, le but. Vous savez, quand vous faites une levée de fonds, il faut toujours se mettre un but. Donc on espère atteindre les 50 millions, peut-être les dépasser, ça sera super. Donc et cet argent va être justement cet argent ou alors les aides en nature, parce qu'on ne demande pas que de l'argent. On préférait même d'ailleurs avoir plus d'aide en nature que de l'argent. C'est plus utile. Ça sera pour donc se fournir en masques. D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu 5000 masques. Heureusement, je suis très contente. J'avais peur que la commande n'arrive pas. Donc il y a des masques, on va également se fournir en gel, on va se fournir en savon, les seaux pour pouvoir mettre sur place des unités de lavage des mains et bien sûr de quoi pouvoir nourrir les populations les plus démunies. Donc pour nous c'est de ça. On va donc, comment est-ce que ça va se déployer? C'est très simple. On ira d'abord voir donc le personnel médical et nous on vise surtout les personnes qui sont vraiment dans la promiscuité, à savoir les districts. Les hôpitaux sont généralement dotés de pas mal d'équipements et ils ont quand même l'appui. Maintenant, on va vers ces centres les plus démunis qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on va vers les districts à qui on va remettre de quoi pouvoir, en fait, le premier et le nécessaire déjà.
Et ensuite, on va avoir la police et la gendarmerie pour pouvoir les accompagner également dans leurs actions, parce que vous avez parlé tout à l'heure de 13 mesures prises par le gouvernement. Parmi ces mesures, justement, il y a les fermetures de bars et tout ce qui va avec, ou des commerces. À partir de 18h, quelque chose qui n'est pas respecté sur le terrain, c'est très difficile. Tout à l'heure, oui. Et donc, du coup, ces gens-là qui sont toujours en contact avec les gens devraient également se protéger. Je parle comme ça des policiers et des gendarmes. Pour nous, c'est très important de pouvoir les équiper. Il est aussi question maintenant d'aller vers justement, comme j'ai dit, les personnes, la population qui n'a pas forcément les personnes démunies. les comment vous comptez les atteindre et comment est-ce que vous ciblez ces populations démunies? Alors, j'ai eu plusieurs séances de travail déjà avec des sous-préfets pour pouvoir avoir une meilleure visibilité du terrain. Donc, et on a déjà reparti par quartier. Donc, on va aller sur la base des quartiers les plus touchés. Voilà. On a choisi plusieurs villes d'ailleurs. Vous voulez donner quoi? Des denrées alimentaires? Alors, c'est des denrées alimentaires principalement, des denrées alimentaires. On a envie de vous demander qu'est-ce que ça a à voir avec le coronavirus, de collecter de la nourriture pour remettre... Quand on parle de confinement, quand on ferme par exemple les établissements, vous avez des femmes qui vivent par exemple de ce commerce-là, ou encore des call-boxeuses qui vivent de ces commerces-là, qui ne peuvent plus exercer en fait. Du coup, ces ménages sont en difficulté, que ce soit les bensikineurs, que ce soit tout ce monde-là qui vit au quotidien, le jour au jour. Quand on parle déjà de ne pas sortir ou de diminuer ou de cesser des activités X ou Y, forcément, ça les met en difficulté. Or, ce sont des familles qu'il faut continuer à nourrir et pour qu'ils puissent rester en confinement, justement, pour qu'ils puissent, comment dire, pour réduire le taux de contamination, il faut leur donner ne serait-ce que le minimum pour rester. Tant qu'ils n'ont pas ce minimum-là, ils vont toujours sortir, ils vont aller chercher de quoi se nourrir tous les jours et s'exposer. On va dire à un enfant de ne pas aller à l'école parce que les établissements sont fermés, mais son parent, lui, il est dehors, il est en train de se chercher et lui, il peut ramener cette maladie-là à la maison et contaminer des personnes. Et donc, pour nous, il est très important de les accompagner avec le minimum, ça veut dire du riz, de l'huile, du sel, du sucre. Franchement, la base, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, moi, j'ai parlé, par exemple, dans mes différentes demandes vis-à-vis du gouvernement, j'ai parlé justement des mesures d'accompagnement. Et ça fait donc partir de ces mesures d'accompagnement-là qu'il faut apporter à la population qui est vraiment dans le besoin. Et moi, je parlerai précisément du cas de Douala 3 et Douala 5 dont je viens. Donc, je suis députée d'Ouvry-Est. J'allais vous demander justement dans quelle localité du Cameroun précisément cette campagne se déploiera. Du moins pour l'aspect qui concerne les populations démunies dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ce sera le Cameroun entier ou seulement certaines zones, localités qui ont été certaines choisies? localités. Normalement, je devrais me limiter que dans ma circonscription, à savoir Ouvry-Est. Vous êtes députée de la Nation. Mais je suis députée de la Nation. Merci. Donc, étant députée de la Nation, donc, il est question d'aller un peu partout. Donc, on a choisi la ville de Buea également. Il faut dire qu'on n'a pas les moyens monstres de l'État ou bien des personnes qui peuvent se le permettre. Donc, avec le minimum qu'on a, on veut faire Douala, Buea, Bafoussam, Fumban et Yaoundé. Donc voilà les villes vers lesquelles on ira. Avec le minimum que vous aurez, parce que vous êtes encore dans les prévisions. Avec le minimum qu'on aura, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui veulent déjà nous accompagner et ça nous encourage énormément. On est en train donc de travailler dessus, mais comme on leur a dit, il faut attendre. On a décidé de lancer le 10, donc on est en train d'attendre le 10 justement pour pouvoir tout lancer. Entre-temps, on est en train d'asseoir l'équipe, comment est-ce que ça va se dérouler, ça veut dire l'aspect technique surtout. Mais cependant, le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué ce soir, a rappelé les conditions dans lesquelles les appels de fonds doivent se faire. Au Cameroun, il faut au préalable obtenir une autorisation du ministère de l'administration territoriale. Il a cité notamment des lois de 83 et de 85 régissant justement les appels à la générosité publique dans notre pays. Quelle est votre réaction après cette sortie? Alors j'ai pris acte, d'ailleurs j'ai pris acte et mes équipes sont en train de travailler justement en fait d'étudier la question. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un député de la Nation, c'est un député qui a été porté par la population pour qu'il soit leur voix. Alors la voix actuellement de la population revendique une certaine prise de conscience de leurs conditions actuelles, qui sont vraiment défavorables. Alors, un député de la Nation a aussi dans son cadre des actions sociales, d'où par exemple la nécessité des micro-projets qui sont mis à la disposition du député, c'est pour pouvoir justement acter de manière sociale. Donc, moi je pense qu'en ce qui me concerne en particulier et en ce qui concerne les autres députés, ça ne devrait pas être vraiment un problème. Il est bien vrai qu'on va quand même écrire, et déjà on a empilé, si vous avez vu mon plan de riposte, il y a eu empilation pour le MINAT d'ailleurs. Donc moi je fais les choses comme il faut. Donc ça, on les a déjà tenus informés de notre action. Mais faire une empilation au MINAT ne veut pas dire demander une autorisation du MINAT. Maintenant, l'autorisation c'est une actualité d'aujourd'hui. Alors mon empilation, elle date depuis le 4 avril. Ça veut dire que je sais quand même de faire les choses correctement. Et qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? Vous dites que vos équipes travaillent
sur la question. Que comptez-vous faire? Vous ne comptez pas sur soi à l'initiative. Si, selon ce que je vous entends dire tout à l'heure, vous ne comptez pas sur soi à l'initiative. Vous allez donc poursuivre l'initiative. La collecte sera lancée le 10 avril. Tel que vous l'avez dit. Absolument, mais on va faire les choses comme il se doit. Ça veut dire on va essayer d'obtenir cette autorisation-là. Mais je sais qu'un député déjà dans si le jamais cadre... vous n'obtenez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que je dis un député dans le cadre de ses actions parlementaires et sociales, pour laquelle il a d'ailleurs été voté, il est question aussi d'aider cette population-là. Je suis supposé les écouter et faire écho de ce qu'ils demandent. Sauf que sur le cas précis, Nouran, le ministre de l'administration territoriale parle justement de cette législation autour des appels de fonds de la générosité publique au Cameroun. Il ne s'agit pas de générosité publique. C'est bien de ça qu'il s'agit. Écoutez, non, il ne s'agit pas de générosité publique. Vous avez lancé justement un plan de riposte qui consiste à appeler des Camerounais à porter ce qu'ils ont pour pouvoir aider les populations démunies, ceux qui sont en première ligne justement de la lutte contre le coronavirus. C'est tout comme. C'est tout comme, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la générosité publique. Quelle est la différence? C'est une action sociale. Moi, j'appelle à une action sociale pour un besoin qui existe. Et je suis un peu surprise et carrément un peu révoltée parce que je me demande bien pourquoi cette mesure sort à ce moment-là bien précis où la population a besoin vraiment d'être accompagnée. C'est à croire que les gens qui font des actions, parce qu'on parle aujourd'hui du député Nouran, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des actions bien avant moi. Tous les jours, on voit des actions sur des réseaux sociaux. C'est clair. Pourquoi ça vient? Pensez que la note du MINAD vous cible particulièrement? Je ne dirais pas que ça me cible puisque ça s'adresse à absolument tout le monde. Mais ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait acte de ce genre de loi alors qu'on est dans une situation de crise. Au contraire, ce genre de loi devrait être revu justement quand il s'agit de ce genre de situation. Vous êtes en train de demander aux gens de ne pas lever des fonds, que c'est interdit par la loi, sinon vous allez subir les conséquences, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Mais on se demande bien pourquoi, c'est quoi l'idée derrière? Parce qu'on est en train de poser des actions sociales pour aider un besoin. On est en situation de crise, moi j'appelle carrément une guerre, même si c'est un ennemi invisible, on reste toujours en guerre. Pourquoi refuser les efforts de guerre? Je me demande bien c'est quoi le but. On vous rétorquera, Nouran, de suivre justement cet appel de fonds qui a été lancé par le président de la République. Vous savez, vous êtes au courant qu'il y a un fonds de solidarité nationale qui a été lancé par le président de la République et le ministre de l'administration territoriale le rappelle d'ailleurs dans son communiqué de ce soir en disant aux Camerounais, en appelant les Camerounais justement à adhérer plutôt à ce fonds de solidarité lancé par le chef de l'État. Pourquoi n'avez-vous pas justement encouragé tout simplement, ou alors pourquoi vous n'abandonnez pas votre initiative pour appeler les Camerounais je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que, à souscrire plutôt à ce fonds de solidarité lancé par le chef de l'État? Simplement parce que je reste convaincue du fait que les êtres humains ont ce qu'il appelle de la sympathie envers des personnes et pas d'autres. Et cela joue énormément quand il s'agit de lever des fonds. Je peux avoir de la sympathie pour vous. Vous estimez que les gens n'ont pas de sympathie pour le président de la République? Je n'ai pas fini. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, je suis en train de dire ceci. Je peux avoir de la sympathie pour vous et vous, quand vous allez faire une levée de fonds, je vais contribuer. Maintenant, quand c'est Nouran qui va faire la levée de fonds, je ne contribuerai pas parce que je n'aime pas sa tête. C'est une question simplement comme ça, pour rien. Alors moi, je pense que ça ne sert à rien de limiter les actions. On devrait plutôt les multiplier. C'est clair, le président de la République a fait une levée de fonds. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va se sentir peut-être obligé ou bien comme on a un record, comme je dis, ou alors une histoire dans laquelle on a l'impression que les fonds sont toujours détournés et que les gens estiment qu'en donnant peut-être à autres, ils auront une clairvoyance sur ce qui se passe. C'est ce qui se passe généralement et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Voilà pourquoi les gens en entreprise ont de pouvoir lever des fonds pour pouvoir, je vais dire comment, pallier à cette crise-là. Donc, dire qu'il y a eu un fonds... Et puis même, le fonds... Moi, je vois vraiment pas le mal. Dans d'autres pays dans le monde, tout le monde lève les fonds. Hein, et personne n'objecte contre ça. Tout le monde. Des stars, des personnes, des réseaux sociaux, tout le monde lève les fonds. On va tous vers un seul et unique combat. C'est de pouvoir sortir de cette crise-là. Le coronavirus, c'est quand même plus d'1 million de personnes contaminées. On est plus de 65 000 personnes mortes, et c'est sérieux. On est en train de prendre ça à la rigolade. Donc, si une personne a envie d'aider la population en ces moments de crise-là, les efforts devraient être plutôt salués et grandement salués. Nouran, votre voix aurait pu porter davantage, peut-être. Je reviens peut-être à la question de tout à l'heure, en appelant des citoyens, justement, à souscrire à ce fonds de solidarité lancé par le président de la République du Cameroun. En ce moment, justement, le ministère de l'administration territoriale estime que des particuliers ou des politiques n'ont pas
le droit, en s'appuyant naturellement sur la législation. Non, pas qu'ils n'ont pas le droit, il faut juste qu'ils fassent une demande d'autorisation. Sans autorisation, c'est ce que je voulais dire justement, n'ont pas le droit de le faire sans autorisation. En fait, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de dire que c'est interdit, on est en train de juste dire qu'il faut demander une autorisation. C'est tout. C'est en fait là où il y a une nuance. C'est fait dit que c'est interdit. Qui est en cours en ce moment. Oui, ça c'est ce qu'il dit. Maintenant, on verra. Alors, pourquoi pensez-vous justement que cette décision du ministre de l'administration territoriale tombe ce soir? Votre avis, quelle est votre analyse sur la question? Pourquoi seulement maintenant? Pourtant, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, on a parfois vu des campagnes de fundraising au Cameroun, il y en a tellement eu. Pendant les élections présidentielles de 2018, il y en a eu, bien après même d'ailleurs, et bien avant. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que le ministre de l'administration territoriale se rappelle de ces législations sur les appels à la générosité? En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vouloir monopoliser en fait l'action, et c'est pas juste. C'est pas juste parce que tout le monde veut contribuer, forcément, tout le monde veut aider. Et moi, je trouve que ça tombe pas bien. Je sais pas, peut-être que nous autres qui sommes acteurs sur le terrain, on fait beaucoup de... Ou bien on est en train de solliciter pas mal de levées de fonds et ça fait que le gouvernement se remet en question. Donc peut-être il s'agit aussi de ça. En tout cas, en ce qui concerne les députés, nous pensons que nous avons une mission, c'est celle de pouvoir écouter la population, leur venir en aide quand c'est important, quand on peut le faire. C'est ce que d'ailleurs la majorité des députés ont fait jusqu'à là. Moi, je suis même en retard, il faut que je vous dise. Je suis très en retard en ce qui concerne mes actions parce que mes collègues députés sont à plein d'actions. Même mes collègues au niveau du PCRN, pour parler directement de mon parti, ils sont pratiquement tous, ils ont tous fait des actions. Ce qui a fait que mon action arrive en retard, c'est simplement parce que j'ai commandé des masques et j'attendais que ces masques arrivent avant de pouvoir me déployer sur le terrain. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au fond, l'action est bonne. Si le gouvernement a envie de contrôler ce qu'on fait avec l'argent, ils feront ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, nous, on est là pour la population et c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, on est d'abord là pour l'intérêt des Camerounais. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et puisque vous avez parlé tout à l'heure du PCRN et pour rester sur ces collectes de fonds pour barrer la voie au Covid-19, le président de votre parti, Cabral Libye, a également mis sur pied, quelques jours après vous, une opération qui va dans le même sens, d'ailleurs, que le vôtre, une opération qui porte l'estampille du parti, je l'ai dit, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Doit-on comprendre que vous avez lancé votre initiative personnelle en ignorant votre formation politique qui, elle, lance la sienne seulement quelques jours après vous? Ou alors, qu'est-ce qui s'est réellement Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à faire ce genre d'analyse. Ça n'a rien à voir. Comme je vous disais tantôt, les autres députés de mon parti ont également fait des actions. Moi, mon action arrive plutôt en retard. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que juste au niveau du parti, comme c'est beaucoup plus grand, ça prend du temps de structurer, d'étudier la question et de faire en sorte à ce que tout le monde soit d'accord sur les façons dont ça doit être fait. Mais sinon, nous tous, on a le même but. Le but commun que nous tous nous avons, c'est de pouvoir venir en Inde à la population. Et comme je reste toujours fidèle à ce que je dis ceci, quand il s'agit de lever de fonds, chaque personne, parfois, quand il veut faire un don, ça se passe généralement par sympathie à la personne qui est là. Donc, chaque acteur devrait utiliser donc son capital ou ce que j'appelle seulement sa database ou sa fanbase pour pouvoir donc lever le maximum de fonds possible. Donc, toutes les actions sont les bienvenues pour moi. Et je pense que ça reste de même pour ce qui concerne le PCRN, puisque nous tous, autres députés, nous avons fait des actions. L'action du parti, c'est l'action du parti, mais les actions des députés restent les actions des députés. Et d'ailleurs, même au niveau parce que là, vous parlez juste des députés, il y a aussi au niveau des différentes mairies, puisque nous en avons 7, il y a eu également des actions. Donc, on travaille au quotidien. Est-ce que vous ne demandez pas trop, finalement, à ces populations-là, ou alors à ces âmes généreuses-là? Vous avez une action qui porte votre nom, Laurent Footing, député à l'Assemblée nationale, une autre action qui porte l'estampille du PCRN, votre parti politique. Est-ce que finalement vous ne dispersez pas vos énergies? Non. Il n'aurait pas été possible de rassembler tout cela autour d'une seule action qui porte l'estampille du PCRN? Non, pas du tout. Il n'est pas question de disperser des énergies. Au contraire, c'est pour maximiser l'action. Ça veut dire qu'il faut toujours tirer sur tous les fonds. Il faut pouvoir récolter le maximum.
Moi, je dis encore, je vous le redis, c'est une question généralement de sympathie que les gens éprouvent envers tel ou tel. Chaque personne devrait utiliser son maximum de capital sympathie pour pouvoir attirer. Il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par les actions qui sont portées par le parti politique, mais ils sont intéressés par exemple par la personne qui porte le message. Et ça compte. Et c'est sur ça qu'on joue actuellement pour pouvoir avoir le maximum de fonds levés pour résoudre le problème du Covid-19 qui va être là pendant des mois parce que les gens l'ignorent. Les gens s'égarent à faire des remarques vraiment qui n'ont pas de place d'être, alors qu'on est en train de mener une bataille qui va durer sur des mois et on va s'essouffler à un moment donné. Donc toute action, selon moi, reste toujours la bienvenue. Le PCRN fait des actions. Je ne suis pas d'ailleurs la seule à faire des actions. Et il y a même des personnes qui ne sont pas des élus du PCRN qui ont également fait des actions. Et toutes ces actions sont salutaires. Donc c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on a des représentations un peu partout dans d'autres pays. Vous n'allez pas dire que ceux qui sont dans d'autres pays ne pourront pas faire des levées parce qu'ils ne sont pas, par exemple, présents au Cameroun. Donc chaque membre du PCRN se bat à son niveau où il se trouve pour pouvoir ramener au final le maximum de fonds pour pouvoir combattre le coronavirus. Et si un Camerounais, le Camerounais lambda, oui. Moi, par exemple, je voulais donner 100 000 francs CFA. Je prends un exemple ainsi. Pour peut-être votre campagne de riposte contre le coronavirus, vous m'encouragez à le donner à qui? Au PCRN ou à vous pour votre campagne? Ça revient à la même chose. Que vous donnez au PCRN, que vous donnez à moi, ça revient à la même chose, puisque l'action du PCRN reste commune. C'est de pouvoir venir au bout du coronavirus. Il n'est pas question de disperser, parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de croire que c'est deux actions bien différentes. Le but reste le même, c'est de pouvoir aider la population du Cameroun à sortir du coronavirus. Maintenant, le fait que vous ayez le choix, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont par exemple apolitiques, qui ne seront pas peut-être prêts pour donner à un parti politique, mais ils seront prêts à donner à une association, par exemple. Donc, il faudrait bien que les gens aient les choix. Les gens ont des convictions et des principes, et il faut pouvoir respecter ça et multiplier justement les offres sur le marché pour satisfaire tout le monde. Et après cette sortie du ministre de l'administration territoriale, que compte faire le PCRN? En ce qui concerne le PCRN, pour l'instant, on a toute une équipe qui est en train d'étudier les différentes possibilités. Donc forcément, au niveau du PCRN, on va faire un communiqué officiel dans les jours à venir. Et vous êtes très prolixe depuis le début de cette crise de coronavirus dans notre pays. Quand le 2 avril dernier, par exemple, le Premier ministre évoque la reconduction des 13 mesures gouvernementales. Oui. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Vous marquez votre étonnement. Vous auriez souhaité que l'on monte d'un cran dans Absolument. la campagne de riposte. Vous évoquez d'ailleurs un confinement général de la population. Vous insistez dessus depuis le début de cette crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai pris notion de l'ampleur du coronavirus bien tôt. Ça veut dire depuis décembre. Pourquoi? Parce que j'ai de la famille en Chine. Et j'ai justement ma petite sœur qui est à Wuhan même, dans le centre, l'épicentre même du virus, qui n'est pas sortie de chez elle depuis 3 mois. Déjà jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas toujours sortis. Et en fait, quand elle en parle, quand elle t'explique l'ampleur de ce que la Chine fait, comment est-ce qu'ils sont en train de combattre ça, tu te rends compte qu'on est en train de vraiment dormir. Vous savez, aujourd'hui, la Chine a réussi à quand même traverser ce cap. L'Europe a pris des mesures très tard. Je me rappelle quand on parlait de fermer les frontières, ils disaient non, on ne va pas fermer, il faut laisser, on va gérer et tout. Ils se sont pris très tard. Et du coup, maintenant, c'est incontrôlable là-bas. On a des morts par milliers par jour. C'est incroyable tout de même. Alors que le pays même qui a été l'épicentre, ils ont réussi à arriver, à s'en sortir. Pourquoi? Grâce à la discipline. Parce qu'il faut dire, ces pays asiatiques-là, ils sont très, très disciplinés. Très, très disciplinés. Et ils ont aussi un problème d'éducation. Je vais dire quelque chose de formidable en eux, c'est l'éducation. Ils ont cette notion-là que généralement, même qui est le coronavirus, quand il y a état de grippe, ils se protègent. Ça veut dire, vous voyez constamment des gens avec des masques pour se protéger et pour aussi empêcher de contaminer d'autres personnes. Donc ils ont cette prise de conscience que nous n'avons pas et que même l'Europe n'a pas eu. Ils se sont pris très, très en retard. Et ils ont des cas, ils n'arrivent pas à contrôler la situation. C'est incroyable. Maintenant, au niveau du Cameroun, c'est encore plus grave. Si la situation sort de notre contrôle, c'est ce qui risque d'arriver si on ne prend pas les mesures drastiques, vous allez avoir des malades par milliers. On n'a pas ce qu'il faut comme équipement médical pour pouvoir sortir de cette crise-là. On ne peut pas. On peut pas. La France, avec tout ce qu'elle a, elle n'a que 8. Ils ont parlé de 5000 lits
5 000 lits juste avec assistance respiratoire et ils n'arrivent pas à atteindre. Il en manque et on parle des grandes puissances, de vieilles puissances. Nous autres, Cameroun, qui n'avons ni la technologie ni les moyens pour aller avec, on est en train de traîner les pas et dire non, ça va. Et puis vous entendez les gens sortir les recettes de grand-mère. Non, mange du ginger ice citron, tu es sûr que ça va. Mais franchement, c'est pas ice citron ginger qui a manqué à la Chine, hein. C'est pas ça qui a manqué aux États-Unis ni en Europe pour qu'ils puissent sortir de cette crise. Non, ce qui peut aider le Cameroun aujourd'hui, c'est la discipline et ça se va passer par le confinement. Moi, je dis si faire le confinement général au Cameroun est trop dur, faisons le confinement dans les épicentres où il y a les foyers de l'épidémie actuellement, à savoir les villes de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, puisqu'on a déjà quelques cas là-bas, et toutes ces villes-là, là où on commence à voir. Désormais, c'est 5 régions sur 10 qui sont touchées. Eh bien, qu'on confine, ne serait-ce que ces 5 régions-là. Ce sont d'ailleurs les régions les plus touchées. Vous voyez. Et je pense aussi qu'il faut prendre des mesures un peu plus sérieuses en ce qui concerne le rapatriement des personnes, des Camerounais qui viennent d'étrangers, parce que ça, j'ai pris acte de ça récemment. Bon, je ne savais pas que les Camerounais continuaient à arriver au Cameroun. Ça, j'étais surprise de le savoir. Donc, en fait, que les vols continuent à arriver, en fait, les avec... 13 mesures, justement, disent justement que les Camerounais peuvent revenir. Justement, sur, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, on a l'impression que ça n'a plus lieu. Mais en fait, ça continue, les gens continuent à arriver. Mais dès qu'ils arrivent, c'est quarantaine imposée pour tous. Quarantaine imposée, mais dans quelles conditions ? Dans quelles conditions? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Vous êtes justement opposé à cette sorte de quarantaine imposée, justement, comme vous aurez souhaité. Dites-vous justement que ces personnes soient mises en quarantaine dans des stades aménagés plutôt que dans des hôtels ou des hôpitaux. Qui soient en minimum en contact possible avec les gens. Vous pouvez pas prendre une personne qui est susceptible d'être malade, vous allez encore la mettre dans un hôpital. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Forcément, il va contaminer les gens. Il y a des gens, par exemple, qui vous disent aujourd'hui, je suis arrivé, j'étais en santé, j'ai contracté la maladie ici. Et ils ne mentent pas. Il existe des unités de prise en charge des malades du coronavirus dans ces hôpitaux. Dans les hôtels, vous voulez dire, les hôtels là où on est en train de les loger là. Je vous rappelle qu'on les met en quarantaine d'abord avant de voir s'ils sont malades ou pas. Qui sont pas forcément Donc malades. pour moi, il est question de ne même pas les mélanger. Pourquoi même faire ce genre de mélange? Il faut qu'on les mette directement dans des lieux qui sont aménagés pour eux, qu'on les mette en quarantaine et qu'on essaie de les mettre aussi avec le minimum. Parce que moi, je continue à recevoir des appels, des gens qui disent, Noran, je suis en quarantaine, même l'eau, je n'ai pas bu depuis 2 jours, je ne peux pas m'acheter à manger, même quand je veux donner de l'argent pour qu'on m'achète à manger, c'est pas possible. C'est qu'on nous prend pour des personnes, des renégats et tout ce qui va avec. Quand même, restons humains tout de même. C'est vrai qu'on a peur du coronavirus, mais restons humains parce que ces personnes-là aussi ont très peur. Et encore, ce qu'il faut signaler, c'est que parmi ces personnes qui arrivent au Cameroun, certes, il y a peut-être des personnes contaminées, mais il y a des personnes saines. Et le fait de les mettre plusieurs ensemble, ça crée aussi des contaminations, justement. Quand on parle de confinement, c'est individuel normalement. Chacun doit être dans son coin, tranquille. Il gère son confinement. Pensez que le self-quarantine, justement, ce confinement individuel, est possible au Cameroun, dans quelles conditions? Vous les avez beau mis dans un stade, c'est pareil. Dans un stade aménagé dont vous parliez tout à l'heure, vous mettez ces mêmes personnes, naturellement, toujours ensemble. Pas de différence pour un hôtel. Le confinement est individuel et c'est ce qui est presque, même en ce qui concerne les personnes, les cas qui sont avérés contaminés, le confinement reste, ou alors la prise en charge, c'est par chambre. Chaque malade est dans sa chambre individuellement, selon l'OMS. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que vous vous mettez tous ensemble, surtout quand vous présentez des horreurs. Mais qu'est-ce que ça sert à quoi de mettre une bande de personnes ensemble avec laquelle peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui sont contaminées, mais en sortie de là, après les 14 jours, là, je suis sûre que tout le monde sera malade. Soyons réalistes. Soyons réalistes, ça ne peut pas se passer autrement. Donc il faut respecter les mesures correctement, comme il le faut, et mettre un peu d'humain dans ce que nous faisons. Parce que cette crise-là, ça touche tout le monde et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de peine. Donc restons humains. Vous êtes pour le confinement, on l'a dit, hein, ce n'est pas un secret. Et vous évoquiez tout à l'heure le cas de ces pays européens, la France, l'Italie par exemple, qui s'y sont pris un peu tard. Très tard. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il est tard pour nous également aujourd'hui d'aller à un confinement général? Mais c'est encore plus grave. Au regard de la situation si vous estimez actuelle, est-ce que vous ne pensez pas justement que si on impose un confinement général aujourd'hui à la population, ce serait suicidaire? Parce que des cas, justement, de personnes infectées, les médecins s'accordent à le dire, des personnes infectées qui s'ignorent d'ailleurs et qui se baladent dans la rue est extrêmement énorme. Et justement, prendre le risque d'imposer un confinement général aujourd'hui, ce serait carrément suicidaire pour la population. Non, c'est ce qui serait suicidaire, c'est de ne pas imposer ce confinement-là, parce que vous laissez les gens justement se balader avec la maladie et contaminer un maximum de personnes. Une fois que vous faites la maladie, forcément, il y a des symptômes et il y a des gens qui ne font pas des symptômes. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai par exemple félicité quand même le fait qu'il y ait... J'ai dit, c'est très bien de décider de faire le test pour tous, mais il faudrait que ça reste toujours dans le cas du confinement. Ou alors de décréter l'état général, carrément.
pour qu'on puisse quand même être sûr que ces gens-là... Parce qu'actuellement, vous avez des gens qui vous disent « je ne fais pas le test ». Non, 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 tu veux me donner la maladie là. Parce qu'il faut connaître les réalités camerounaises. C'est que non. Il y a des gens qui pensent que c'est la sorcellerie. Quand on leur a lancé ça, que c'est pas normal. Que tout ça là, c'est... Ou alors, comme je suis noire, je ne peux pas attraper ça là. Ou alors, comme il fait trop chaud en Afrique là. Il y a tellement d'idées bizarres. Et il faut lutter contre ça avec la manière la plus drastique possible. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas faire le confinement parce que, comme vous avez dit, c'est votre théorie, hein, je suppose. Vous avez dit que non, si on fait le confinement actuellement, on risque plutôt d'augmenter le tas de Je n'ai pas dit, je pose une question. C'est une hypothèse, justement, votre hypothèse. Donc, je suppose que c'est... de médecins, de ceux qui suivent la situation de près. Quel médecin? Justement, Quel médecin? Je suis en train de vous dire que les grandes... patries, les grandes nations ont décidé de décréter le cas de confinement total avec état d'urgence. Au point où, quand tu sors en route sans avoir une raison pour laquelle tu es en train de sortir, tu es taxé. Il y a des amendes que vous avez évoqué le cas de l'Italie ou de la France, où le confinement général produit plutôt des effets dévastateurs. Aujourd'hui, parce qu'ils s'y sont pris tard. Vous estimez justement qu'ils s'y sont pris tard. Et donc, aujourd'hui, la situation est incontrôlable. Au Cameroun, il est encore tôt. Et si vous estimez qu'il est tard, d'autant plus, il faudrait que le confinement se fasse le plus vite possible. Il est encore tôt, on a un avantage sur d'autres pays, c'est qu'on connaît au moins la maladie, on sait comment elle se manifeste, c'est que d'autres pays ne savaient pas quand la maladie était encore dans son stade primaire. Actuellement, là même, le coronavirus est en train de muter apparemment, parce qu'avant ça n'attrapait pas les enfants, on voit maintenant des cas des enfants qui sont attrapés, on dit que ça n'attrapait pas les jeunes, maintenant vous voyez les jeunes qui meurent, donc c'est très inquiétant. Moi je dis ceci, les gens disent que confinement c'est très dangereux, ou bien alors on ne peut pas se permettre ça au Cameroun, mais en réalité, monsieur Michael, si on était en guerre, parce que là, je pense qu'on est en guerre quand même. Mais si on était en guerre avec des vraies armes, là où les gens tiraient à gauche et à droite, on aurait dit à un Camerounais que va te confiner. Vous-même, vous n'aurez pas fui de vous-même, entrer sous votre matelas ou sous votre lit pour vous protéger des balles qui sont perdues. Pour moi, le coronavirus est un peu pareil. C'est un ennemi qu'on ne voit pas et il faudrait absolument prendre des mesures nécessaires pour se protéger. On reviendra dessus tout à l'heure, je vous le promets. Mais je voudrais que l'on dise un mot sur l'état d'urgence sanitaire que vous réclamez également à Koroyakri. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. On ne peut pas décider de faire un confinement sans décider sans décréter l'état d'urgence sanitaire. C'est pas possible. Parce que ça va de pair. Ça va de pair. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les autres pays. Il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs et essayer de s'inspirer de cela. En ce qui concerne les pays en Europe, par exemple, ça va de pair. Ça veut dire que tu ne peux pas te trouver dehors sans avoir une raison pour laquelle tu es dehors. Tu dois expliquer pourquoi tu es dehors. Ils ont, comment ils appellent, un certain papier là qu'il faut remplir pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est dehors. Et ça va de pair. Et si tu te trouves dehors, alors que tu n'es pas supposé être dehors, tu dois être sanctionné ou réprimandé. C'est comme ça que ça fonctionne, d'autant plus en Afrique, parce que malheureusement, les mentalités, encore ici, chez nous, on manque de conscience. Je vous parle des gens qui pensent que c'est de la sorcellerie, ou que le coronavirus, c'est une maladie de blanc. C'est quand même affolant. Le coronavirus, ça touche tout le monde. Tout le monde meurt par le coronavirus. C'est une réalité. C'est une réalité. On peut encore remercier Dieu aujourd'hui qu'on n'est qu'à 9 morts. Mais si ça continue comme ça, je suis très inquiète, même pour ma propre personne d'ailleurs. Et au sujet des tests massifs préconisés aujourd'hui par le ministère de la Santé publique, vous estimiez, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, que procéder à ces tests justement sans décréter l'état d'urgence sanitaire et sans confinement général de la population sera infructueux et inefficace également. Sur quel élément scientifique vous basez pour... Vous voici, monsieur Michael, vous allez faire un test de coronavirus, vous êtes négatif. D'accord? Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas d'état d'urgence. Pendant que vous sortez, là, tout de suite, là, vous êtes en train de sortir comme ça, à côté de vous, monsieur, tous. Atchoum! Ah, vous êtes directement atteint. Vous êtes directement atteint. Ça dit tout de suite, il y a cela 10 minutes, vous ne l'étiez pas, et là, tout de suite, vous avez le coronavirus. Et c'est ce qui va forcément se passer. Si on parle de tests massifs, que les tests soient faits, par exemple, à domicile, chez les gens, chez eux, qui sont confinés, qu'on arrive dans des familles, qu'on teste tout le membre de la famille, qu'on voit. Comme ça, vous connaissez votre situation. S'il y a des malades parmi vous, on fait la prise en charge. Si vous êtes sain, vous savez que vous êtes sain et vous restez dans votre confinement. Si tout le monde se balade, si tout le monde vient pour faire des tests, ou alors que les gens, comme actuellement, on a déployé 1500 personnes pour pouvoir faire des tests, déjà même ceux qui sont en train de tester là sont même eux-mêmes exposés à cette maladie-là, parce que je ne suis pas sûre que toutes les mesures sont prises en compte. Dans d'autres pays comme l'Italie, notamment, vous avez 5000 personnels médicaux qui sont déjà infectés et plus de 80 personnes décédées. Si le personnel médical en question aussi meurt, mais attends, on va où là?
Déjà qu'on n'en a même pas assez au Cameroun. On joue à quoi exactement? Voilà pourquoi il faut être assez strict. En ce qui concerne la maladie, il faut vraiment être strict. La pandémie, peut-être le Cameroun, je ne connais pas l'histoire du Cameroun, on n'a pas connu de grandes crises pandémiques des maladies. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Mais il est temps vraiment de prendre conscience. On ne peut pas décider de faire des tests massifs sans prendre des mesures qui s'imposent. Parce que vous faites des tests, mais qui peut s'avérer très facilement inefficace parce qu'une personne qui n'est pas contaminée aujourd'hui, qui croit qu'elle n'est pas contaminée, elle sort à quelques minutes après, elle chope la maladie. Mais il ne faut pas dire que cette campagne est infructueuse, inefficace. Elle est efficace. Tout de même, elle permettra de détecter peut-être celles des personnes qui sont inefficace malades, ne veut pas dire qu'elle apporte et qui peuvent justement être mises sous traitement. Soit inefficace ne veut pas dire qu'elle apporte quand même quelque chose. Et ce qu'elle apporte, c'est déjà de savoir ceux qui sont malades sont conscients au moins du fait qu'ils soient malades. Mais qu'au fait-on de ceux qui ne sont pas malades et qui ont risque ou qui risquent de tomber malades? Je vous rappelle que les tests là coûtent cher. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient, ces tests coûtent 18 500 un test. Hein. Ça coûte cher. Alors, il faut prendre des mesures. On n'a même pas les capitaux. Je vois un malade du coronavirus coûte 4 millions à l'État du Cameroun. On a cet argent-là. On a vraiment cet argent-là. 4 millions par personne. On est à plus de 650 personnes qui sont mentales. On a vraiment cet argent-là, 4 millions par personne. Et on est en train d'injecter dans le fonds de solidarité 1 milliard. C'est pour s'occuper de quoi et laisser quoi exactement? Prenons un peu conscience. Prenons conscience. Si on passe par les mesures... 1 milliard de francs, c'est en attendant d'autres contributions qui vont arriver pour prendre soin justement des... Vous avez les pays voisins qui sont à plus de 250 milliards d'argent levés pour le cas de coronavirus. Et ils n'atteignent pas la moitié de notre population. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Sur le coup, Nourane Fotting, sur le confinement, et vous avez commencé à évoquer la question tout à l'heure, avez-vous justement pensé à ces conséquences économiques? C'est ce que l'on brandit hein, à tous les coups, les petits débrouillards, les conducteurs de mototaxi, là-bas à Salam au marché, ceux qui vivent au quotidien, au jour le jour, comme on dit souvent trivialement, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir si jamais on en arrivait à ça? C'est pour ça que je l'ai toujours dit et je l'ai toujours crié, les mesures d'accompagnement. Il faut mettre en place les mesures d'accompagnement. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de se battre pour faire là, le plan de solidarité Covid-19 par l'honorable Nourane Fotting, qui est là pour aider cette population et qui aujourd'hui se voit taxé d'être peut-être à l'arrêt parce qu'il y a un communiqué du MINAT qui dit que ça peut être, qu'on n'est pas peut-être légal et qu'on ne doit pas fonctionner. Ça fait vraiment pitié à la limite. Parce que nous sommes là pour aider la population, on est là pour accompagner la population, pour pouvoir apporter ces mesures d'accompagnement que l'État n'est pas en train de mettre sur pied, malheureusement, pour cette population-là qui va rester démunie. Nous sommes là pour ça. Je l'ai dit plusieurs fois, mettons sur pied les plans d'accompagnement. Que le fonds de solidarité, si le fonds de solidarité camerounais même était avait plus de sérieux quand même. Parce que quand on parle d'1 milliard, moi je trouve que ça frise quand même, c'est inquiétant. Je ne vais pas dire des mots désagréables, mais c'est vraiment inquiétant. Pour 25 millions de personnes, avec plus de 60%, qu'est-ce que je dis, plus de 90% de la population camerounaise qui vit en dessous de la seuil de la pauvreté, ça fait peur. 1 milliard, c'est pour qui ça va laisser Une précision, Nourane, sur les 1 milliard. 1 milliard, le milliard justement a été déposé dans ce fonds de solidarité par la présidence de la République et des contributions en cours depuis quelque temps des hommes d'affaires, oui, on ne fait même pas état et de autres justement ont remis des sous depuis le début, donc ce qui suppose qu'on n'est plus à 1 milliard de francs CFA seulement. La cagnotte grimpe et c'est pour cela justement que le ministre de l'administration territoriale estime que des politiques et des particuliers qui ont lancé des campagnes isolées devraient rejoindre cette campagne justement du gouvernement sur le fonds de solidarité du gouvernement justement pour appeler davantage des Camerounais à venir contribuer, peut-être pour mettre en place ces mesures d'accompagnement dont vous parliez tout à l'heure. Je dis ceci, l'action de la présidence de la République est très insignifiante comparée aux réalités dont on fait aujourd'hui l'actualité. On parle de 25 millions de Camerounais. Je pense que l'État devrait avoir la plus grosse part de contribution. La contribution devait être estimée à des centaines de milliards pour pouvoir aider, pour sortir de ces problèmes-là. Et quand on a parlé tout à l'heure de l'économie, justement, l'économie du Cameroun va prendre un bon coup. Ces gens, ces sociétés, ces entreprises qui sont en train de contribuer aujourd'hui, c'est bien beau. Mais je vous rappelle qu'entre-temps, eux-mêmes, ils sont en train de souffrir parce que l'économie est en train de se freiner. Aujourd'hui, ils aident. Dans un mois, vous pensez qu'ils seront toujours à mesure d'aider ?
On fera comment dans un mois? L'État doit prendre ses responsabilités. Il faut prendre vos responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, c'est clair. Il faut mettre sur pied assez de mesures d'accompagnement parce que le Camerounais n'a pas demandé cette maladie. On n'y est pour rien. Et actuellement, je vous le rappelle encore, on dit bien qu'un malade coûte au Cameroun 4 millions. Ces 4 millions-là, si vous donnez à des foyers, il y a des foyers qui vivent avec 30 000 le mois. Cet argent-là, qu'on dépense à soigner des gens, qu'on peut éviter carrément qu'ils soient malades s'il y a confinement général, cet argent-là peut servir pour nourrir ces personnes et ça sera des mesures d'accompagnement idéales. Moi, j'ai parlé par exemple de suspension de paiement des factures d'eau et d'électricité, de suspension du loyer pendant cette période. C'est des mesures qui ont été prises ailleurs. Par exemple, les salaires des vous savez que différents ça a salariés, à créer justement des gorges chaudes au Gabon, à côté effectivement où des bailleurs et autres n'entendent pas ces mesures de cette voie. Peut-être sur l'électricité et l'eau, l'État aurait pu, selon ce que vous dites justement, ça fait partie de l'une de vos propositions. Et je voudrais qu'on poursuive, Nourane, sur les conséquences économiques fâcheuses dont vous parliez tout à l'heure, des start-up, des petites et moyennes entreprises qui se meurent. C'est le chômage carrément, des chefs d'entreprise qui ferment des portes justement. Et cependant, vous exigez le confinement général. Ça veut dire que la situation sera davantage grave, parce que jusqu'ici, on n'y est pas encore. Mais vous appelez justement à ce que l'on arrive à un confinement général, ce qui suppose que ceux qui sont même encore ouverts et qui continuent de fonctionner jusqu'ici devront totalement fermer. Ça suppose que vous avez des propositions concrètes, effectivement, et vous demandez à l'État de prendre ses responsabilités, justement, de prendre des mesures d'accompagnement. Ces mesures sont lesquelles concrètement vous Parmi les mesures d'accompagnement, comme je vous ai cité tout à l'heure, que l'eau et l'électricité ne soient pas payées pendant cette période, que les loyers ne soient pas payés, que le gouvernement puisse participer justement en ce qui concerne les salaires, parce que les gens devraient continuer à toucher leur salaire quand même pour pouvoir survivre, ne serait-ce que la moitié de leur salaire, et que l'État puisse balancer du moins avec les investisseurs ou alors les sociétés pour qu'il y ait un certain équilibre. C'est de ça qu'il s'agit, pouvoir apporter le minimum de survie. Des mesures fiscales, par exemple, des mesures douanières. Exactement. Et que, par la suite aussi, que les différentes banques puissent mettre sur pied des différentes, c'est-à-dire assez de moyens pour que les entreprises, après la crise, puissent décoller, qu'on ait des crédits, par exemple, qui sont avec des taux quasi zéro, soit négatifs, soit nuls, quasiment, pour que les gens puissent se faire... Ça, c'est peut-être après la crise, peut-être après la relance, après la crise, peut-être. Il faut projeter tout ça, il faut voir ça, il faut voir tout ça. Actuellement, ça se fait en Europe. On est en train de voir ce qui est en train de se faire. Il faut parfois s'inspirer de ceux qui ont de l'expérience. Ces pays-là ont fait l'expérience de beaucoup de pandémies. Par exemple, que ce soit le cas, par exemple, de la peste. La peste a fait des ravages en Europe à l'époque. C'était grave. Et ils ont de l'expérience dans ce genre de cas. Donc, il faut parfois apprendre chez celui qui a beaucoup d'expérience. Voici les mesures d'accompagnement que je propose. Ce n'est pas sorcier, c'est vraiment très simple. Et il faut vraiment qu'on devienne de plus en plus conscient. C'est très important. Bien sûr, il y a des gens qui doivent continuer à fonctionner, comme les hôpitaux, les pharmacies, les supermarchés. Les denrées alimentaires devraient continuer à circuler puisqu'on a besoin de ça pendant les moments de crise. Il y a aussi autre chose, l'État devrait avoir un contrôle, mais alors un grand contrôle en ce qui concerne les prix des masques parce que c'est grave. Depuis que la crise a commencé, vous voyez les masques qu'on achetait à 100 francs, 200 francs qui sont à 1000 francs aujourd'hui, 500. C'est très inquiétant. 5000 francs d'ailleurs déjà 5000. par endroit. C'est très très inquiétant. C'est très inquiétant. On doit rendre disponible. Merci, là j'avais failli oublier. Il faut que les masques soient disponibles sur le marché. Il y a une crise, il y a une carence. Ça n'existe pas. La France a commandé 2 milliards de masques. Ils utilisent 24 millions par jour. Et moi, quand j'ai commencé, dans mon plan de riposte, j'ai dit justement que le masque devrait être... Oui, je veux distribuer les masques. Et même quand j'ai commencé à parler du coronavirus, j'ai dit que le masque devrait être obligatoire parce que j'ai vu ce que la Chine a fait. Si la Chine a réussi à repousser le coronavirus, c'est parce que le port du masque était systématique. L'Europe a commencé à dire non, c'est seulement pour le personnel médical. Aujourd'hui, ils reviennent, que non, c'est obligatoire. Depuis quelques jours, on dit au Cameroun, tout sorti maintenant, tout le monde qui sort est obligé de porter un masque. C'est pour dire que ça ne sert à rien de décider de ne pas faire pour revenir le faire après. Aujourd'hui, on dit qu'on ne fait pas le confinement, mais on est en train d'aller vers là. Pourquoi ne pas s'y prendre plus tôt? Plus on s'y prend tôt, plus on sort de la crise plus tôt, plus on traîne, plus ça va être difficile parce qu'en fait, le temps passe, les charges restent les mêmes et on est en train de souffrir davantage. Quand on va entrer en quarantaine, les peu de moyens ou le peu d'économies que les familles ont aujourd'hui ne sera plus le cas dans quelques mois. Et ça va être encore plus difficile. Et je vous assure
on ne peut pas faire sans le confinement. On va aller vers le confinement. C'est pas possible de faire sans. C'est pas possible. Ces pays-là, et je vais vous dire, quand nous, on va commencer à être malade, personne ne va nous accueillir de l'autre côté là-bas. On va rester dans notre pays, comme on aime bien se vanter que machin. On va rester dans notre pays et personne ne viendra nous aider. On sera laissé à nous-mêmes. Il faut prendre conscience très tôt. Très tôt. Et vos masques que vous comptez distribuer, vous les trouverez où? On dit Moi, j'ai commandé les masques en Chine. C'est pour ça que ma campagne a eu du mal à démarrer assez tôt, comme mes collègues du PCRN. Moi, j'ai commandé les masques en Chine. Moi, j'ai commandé les masques en Chine, ils sont venus. C'est une première vague, il y a d'autres vagues qui vont arriver au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je demande de lever le fonds, parce que les masques, même en Chine, les prix ont grimpé. Les prix ont grimpé. C'est pour ça qu'on veut être accompagné, pour pouvoir donc avoir ces masques-là et les distribuer à des personnes acquis de droit, normalement. Donc, voilà vers quoi nous on est en train d'aller. Et si jamais le gouvernement du Cameroun engageait ce genre d'action, si le gouvernement du Cameroun pouvait avoir, je ne sais pas, de commandes massives de masques, ou par exemple des particuliers pourraient également commander, profiter de la commande du Cameroun. Puisque moi j'ai un peu fait dans ce domaine-là, dans le trade généralement, le Cameroun peut décider de commander, je ne sais pas, 5 millions de masques, 10 millions, peut-être même 100 millions de masques, pourquoi pas, et affréter un avion qui va le faire, puisqu'on ne peut plus attendre le transport par bateau, et que d'autres particuliers ou des entreprises, et c'est le cas aujourd'hui, tout le monde veut acheter des masques, il n'y en a pas, que tout le monde puisse injecter la commande, et on profite par exemple d'un avion que l'État du Cameroun aurait mis pour pouvoir transporter ce qu'il faut, ou encore les appareils respiratoires qui nous manquent aujourd'hui. La crise est réelle, beaucoup de personnes veulent aider, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes, ou encore pour le citer, le MINAT est en train de mettre les bâtons dans les roues et nous empêcher de faire ce qu'il faut. Le 1er avril dernier, vous annonciez sur votre page Facebook que vous aviez hâte de recevoir le ministre de la Santé publique à l'Assemblée nationale. Ouais. L'avez-vous rencontré ce jour-là? J'étais vraiment... C'était chaud. Non. Vous l'avez rencontré finalement ce jour-là. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer depuis lors, de discuter avec lui? Pas encore, mais j'ai quand même j'ai fait savoir en fait que je souhaitais le rencontrer, donc j'ai saisi le canal qu'il faut. Donc j'ai déjà demandé une audience pour pouvoir le rencontrer parce que je pense que j'estime que j'ai pas mal de mesures à lui proposer et j'estime aussi que ce ministre travaille vraiment un peu seul. On a l'impression que tout lui tombe sur la tête. Et c'est pas vous avez juste. dit également dans les réseaux qu'il est presque abandonné à lui-même, seul au front contre... Oui, c'est ce que je ressens. C'est l'impression que tous les Camerounais d'ailleurs ont cette impression-là. Il a répondu il y a quelques jours en disant que c'est le président de la République qui pilotait tout sur le terrain. Oui, mais nous, on aimerait bien voir. Hein. Dans d'autres pays, vous voyez vraiment, quand on parle du président de la République, on voit comment les gens s'impliquent. Quand on parle du Premier ministre, vous voyez comment ils sont vraiment sur le terrain. Et puis, ce n'est pas seulement que l'affaire du président. Vous auriez souhaité voir le président de la République lui-même prendre la parole. Ce n'est pas seulement une question du président ou du Premier ministre. Ce problème de coronavirus touche à beaucoup d'autres ministères, comme par exemple le ministère de la Défense, parce que ce sont eux le ministère de la Recherche s'est exprimé sur la question, s'exprime d'ailleurs régulièrement maintenant. Au-delà de l'expression, il faut vraiment être dans du concret. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on attend, c'est tout ce que nous voulons. Le Camerounais actuellement n'attend rien d'autre que le concret. Que ce soit là, qu'on dise que voilà c'est possible et qu'on voie que c'est vraiment réalisé. Actuellement, il y a des gens qui sont en train qui demandent à fabriquer des masques, par exemple, et qui demandent que les facilités leur soient mises en œuvre pour pouvoir le faire. C'est pas fait. Le ministre de la Recherche, justement, a parlé de pouvoir lancer qu'elle attendait, justement, oui. le feu vert. Oui, du ministère de la Santé publique. Produire la chloroquine. Voilà, on attend. Oui, le ministre de la Santé publique a réagi déjà d'ailleurs, en donnant ce quitus là au ministère de la Recherche scientifique. Et donc c'est ce qu'on veut en fait, du concret, et que ces trucs, que la chloroquine soit disponible sur le marché à un prix presque de rien, ou voire même gratuitement si possible, puisqu'il s'agit d'un protocole qui peut nous aider avec le coronavirus et voilà quoi. La session du mois de mars, Nourane, se poursuit encore à ce moment à l'Assemblée. Vous y étiez d'ailleurs aujourd'hui, et on parlera de ça tout à l'heure, je vous le promets. Et avez-vous déjà eu à l'ordre du jour, effectivement, depuis le début de cette session, le Covid-19? En avez-vous discuté à l'Assemblée? À l'Assemblée nationale, non. Justement, c'est pour ça que le ministre devait être là l'autre jour, pour qu'on puisse parler du Covid-19. Malheureusement, il a été, comme il a dit, appelé par d'autres. Justement, il a dit qu'il a été rappelé par ses supérieurs. Donc, on a appris un peu plus tard dans la journée, justement, ils avaient cette grande réunion avec le Premier ministre et à peu près 5 ou 7 autres ministres pour se prononcer sur la question du coronavirus. Bon, il a dit qu'il allait revenir, on attend toujours. Et on attend sérieusement qu'il vienne parce qu'il faudrait que nous autres, les élus, qu'on puisse dire à la population ce qui se passe concrètement et réellement, puisqu'on est ce pont-là. Exactement. Et on a donc besoin de cette rencontre. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais te solliciter à rencontrer le ministre de la Santé, toujours pour avoir des idées claires.
Et justement, en parlant de l'Assemblée nationale, on se souvient que après la session de plein droit, après le retour du président actuel de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril au Cameroun, Oui. vous aviez décidé de ne plus repartir à l'Assemblée nationale si l'on ne mettait pas en exécution les mesures gouvernementales pour barrer la voie au Covid-19. Pourquoi vous avez changé d'avis après? Vous y êtes allé après? Pourquoi? Mais vous-même, vous avez tout dit. Vous avez posé la question, vous avez répondu. C'est très simple. J'ai justement dit que je n'allais pas tant que les mesures ne sont pas respectées. Et à la date à laquelle je le disais, les mesures n'étaient pas respectées du tout. D'ailleurs, c'est, je pense, ce jour-là ou le lendemain que finalement les mesures ont été respectées. C'était lesquelles, par 50, le minimum déjà. Ça veut dire déjà qu'il y ait une équipe sur place d'infirmières. Il y avait même un médecin qui était là pour prendre les différentes températures, toutes les personnes qui rentrent, de quoi se laver les mains, de quoi se désinfecter les mains, la distanciation au niveau de l'Assemblée nationale. On était assis 50 par session au lieu de 100. Bon, actuellement, on est encore 167. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Et heureusement, ça a été respecté. Et à partir du moment où ça a été respecté, je rentre faire le travail pour lequel j'ai été votée. Je vous ai posé la question parce que c'est vous encore qui critiquiez justement ces chiffres justement de 50 personnes. Je vous ai lu sur la question. Vous posiez la question justement de savoir est-ce que quand on est 50, effectivement, le virus ne se propage pas? Et vous dites justement qu'on a respecté les 50 et vous êtes retourné. Vous vous contredites finalement? Non, je ne me contredis pas. Quand les efforts sont faits, il faut les saluer. On ne va pas aussi faire comme des personnes qui sont seulement là pour tirer à temps et à contre-temps pour ne rien faire. C'est vous qui l'aviez dit. Il faut avoir des propos constructifs. Je reste dubitatif, mais n'empêche que les efforts qui ont été faits sont salutaires. Il faut reconnaître ça. Il ne faut pas être simplement quelqu'un qui crée la guerre ou bien qui tire sur tous les fronts sans que le besoin ne se trouve. Quand je parle, c'est que c'est important. Quand j'ai quelque chose à dire, c'est que j'estime que les choses n'ont pas été faites correctement. Mais s'il y a des progrès qui sont faits, comme par exemple le cas de chloroquine, si c'est vraiment produit, alors c'est très bien de la part du ministère de la Recherche. Donc c'est à féliciter. Sur les mesures, Nouran, les 13 mesures gouvernementales, vous l'avez suffisamment dit tout à l'heure, qui ont du mal à être respectées sur le terrain, d'aucuns totalement inconscients, irresponsables, estiment que la maladie n'existe même pas et continuent de bafouer les mesures et tout. Est-ce que le gouvernement, lui, aujourd'hui, vous avez le sentiment que le gouvernement gère cette crise comme il se doit, notamment dans la mise en exécution de ces mesures gouvernementales? S'il n'y a pas de confinement, s'il n'y a pas d'état d'urgence, ils auront toujours du mal à le faire. Mais bon, ils essayent de faire le minimum déjà sur le terrain. Ça veut dire, on observe bien des brigades qui font le tour de la ville, qui essayent de fermer, bien que c'est difficile. Moi, je parlais avec un sous-préfet l'autre jour, il m'a dit, bon, tu vois, nous, on a demandé que les bars ferment à 18h. Le monsieur ferme bien son bar à 18h et puis il va maintenant dans sa maison, il ouvre le bar. Bah, tu vas faire comment? Tu vas sceller sa maison? Tu feras comment? Donc c'est vraiment très difficile sur le terrain. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas justement le confinement total ou l'état d'urgence. Si c'était le cas, les gens ne seraient pas en train de faire des choses pareilles. Mais quand même, ils essayent. Ça ne va pas être facile tant que le dessert n'est pas vraiment pris. Mais le gouvernement essaye. Ils essayent. On observe aujourd'hui quand même, je suis sortie tout à l'heure, je voulais manger, j'avais oublié en fait qu'on peut tout fermer à 18h. Et je me suis rendu compte que tout était fermé et au fond de moi je dis ok, c'est pas mal, c'est déjà un début. Bien que je me pose toujours la question à savoir, donc le virus lui il travaille seulement la nuit. J'allais vous reposer la question, ça fait partie de l'une de vos critiques effectivement. Et il y a quelques jours d'ailleurs, le gouverneur de la région du littoral, il suivait le gouverneur de la région de l'Est, prenait une mesure faisant état de ce qu'il n'y avait plus de possibilité pour des Camerounais de boire dans des lieux indiqués, des snack bars et autres. Il fallait simplement appliquer le principe de la vente emportée, vous achetez et vous repartez avec. Mais simplement, le gouverneur est revenu sur sa décision aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut expliquer cela selon vous? Pour le cas de la ville de Douala, vous parliez du sous-préfet tout à l'heure, c'est bien le sous-préfet de la 3e. C'est le sous-préfet. Oui, justement sur la mesure du gouverneur, lui qui revient sur sa mesure. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le gouverneur, peut-être qu'il a subi des pressions, puisque à Douala, tout le monde est puissant là-bas. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est la réalité. Un gouverneur qui décide de prendre une décision, qui prend une décision, après il revient sur ce qu'il a dit, forcément il y a eu des tensions ou des remue-ménages à l'intérieur, des gens plus forts que lui peut-être, je ne sais pas, qui ont fait en sorte à ce qu'il revienne sur sa décision. Mais sinon, je ne serais pas dans son cerveau pour savoir ce qu'il a fait. Cependant, normalement, on devrait arrêter tout.
Parce que le coronavirus, c'est pas comme s'il a un temps. C'est genre, ok, je travaille de telle heure à telle heure et après je prends la pause. Non, c'est 24 sur 24. Peut-être pour un couvre-feu, par exemple, imposé à partir de 18h, comme d'aucuns le... Vous voulez mon avis, non? Moi, je suis pour le confinement général. Ne serait-ce que des villes, des épicentres, à savoir Douala, Yaoundé, Bafoussam, les villes qui sont vraiment atteintes. Maintenant, si ce n'est pas possible, on va juste observer les mesures prises par le gouvernement et on va espérer que ça va nous aider à, si possible, traverser cette crise, si c'est humainement possible. Et effectivement, au sujet de ces mesures gouvernementales, vous l'avez dit tout à l'heure, et ces communications quotidiennes du ministère de la Santé publique le nombre de morts et les malades. Qui annonce, oui, justement, 9 morts depuis le début de la crise au Cameroun. Cet indice ne pas croire aux chiffres et autres. Alors, premièrement, comment trouvez-vous cette communication quotidienne du ministère de la Santé publique qui annonce tous les soirs des chiffres qui vont malheureusement à la hausse? 43 personnes guéries, ça devrait redonner un peu du sourire également, non? Bon, en ce qui concerne la communication du ministre, moi je dis, bon, il essaye de... C'est comme je dis, il est seul en fait dans ce qu'il fait. Donc, il essaye à son niveau de communiquer et d'amener une certaine... J'interprète ça comme ça. Hein, donc, une certaine prise de conscience en ce qui concerne les cas ou bien l'actualité des dégâts que le coronavirus fait actuellement au Cameroun. Mais moi, je dis, puisque je suis une professionnelle quand même de la communication, puisque c'est ce que j'ai longtemps fait bien avant d'embrasser cette carrière politique, alors, pour moi, ça serait plus utile qu'ils communiquent avec des images fortes. Ça veut dire qu'on montre aux Camerounais comment est-ce que ce virus se comporte. C'est ce qui est fait d'ailleurs en Europe actuellement. Vous voyez des médecins qui font des vidéos de prise de conscience, on montre des malades, on montre des crises. C'est des choses qui sont choquantes. Les Camerounais sont très forts pour montrer les photos des accidents. On montre comment les accidents ont fait des dégâts sur la route. Mais quand il s'agit du coronavirus, qui est quelque chose de plus fort que nous tous, c'est le silence. Il faut qu'on montre les malades. Moi, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Il faut communiquer par des images. En plus du rapport qu'il fait tous les jours, mais les images, ça serait aussi très important pour rendre plus conscient. Parce que c'est ce dont les Camerounais souffrent actuellement. La prise de conscience. Ils ne sont pas encore assez conscients. Comme je vous ai dit, les gens pensent que c'est de la sorcellerie, que c'est pas possible, que ça ne peut pas atteindre l'homme noir, qu'on est trop fort, qu'on est puissant, c'est la maladie des Blancs, ça se passe que de l'autre côté. Mais c'est pas vrai. Je vais vous suggérer, Nouran Footing, parce qu'il nous reste 30 minutes dans cette émission, de prendre quelques questions de nos téléspectateurs, parce que nous sommes en direct, je l'ai dit, sur Facebook, quelques questions de téléspectateurs qui nous regardent. On va prendre cette question, l'opinion qui s'émeut d'une possible distanciation entre l'honorable Cabral Libye, le président du PCRN de votre parti. Bien au-delà des faits, effectivement, il semble se confirmer une proposition personnelle pour la riposte au Covid-19, proposition personnelle de votre part, bien sûr, alors que votre parti a sa stratégie. Que se passe-t-il réellement au PCRN? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Oui. Répondez rapidement. Comme je vous l'avais dit vous-même, j'ai déjà répondu à la question, donc il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas... non, au contraire, nous travaillons tous les jours ensemble, pas plus tard qu'aujourd'hui on était encore ensemble, on travaille ensemble. Aujourd'hui, il y avait justement une plénière, on a traité de la question, donc il n'y a pas de distanciation du tout. Au niveau du PCRN, comme l'a si bien dit le président, quand je suis allée lui poser la question, il m'a dit, Nouran, c'est juste un problème c'est une crise affective, ça passera. Comment avez-vous apprécié justement cette avalanche de critiques de certains de vos militants, d'ailleurs à votre endroit, qui estimaient que vous faites à votre tête, effectivement, que vous ne respectez pas la discipline du parti et autres, que vous voulez faire de l'ombre au président du parti, l'honorable Cabral Libye? Comment avez-vous vécu? On ne pourrait jamais faire de l'ombre à Cabral Libye, c'est incroyable. Lui, c'est une constellation, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui a d'ailleurs aujourd'hui... au niveau de l'Assemblée nationale, il a fait un très très beau discours qui a fait
réfléchir tout le monde là-bas. C'était magistral, c'était impressionnant. Et loin de là, au contraire, nous sommes tous en train de travailler pour la même chose. Et comme lui me l'a dit bien, c'est une crise affective. Ça veut dire, ce qui se passe avec les militants du PCRN, simplement, c'est qu'on a beaucoup travaillé, que ce soit pour les présidentielles, que ce soit pour les législatives et municipales. On n'a pas eu malheureusement le temps de vraiment revenir en famille et de faire le point. Parce que tout s'est enchaîné à partir de la session de plein droit. Directement, on a enchaîné avec la session de mars, ainsi de suite. Donc, j'ai même pas eu le temps de revenir dans ma base pour dire d'accord, faisons alors la fête. Tout s'est tellement enchaîné. Et puis, il y a le coronavirus qui est venu. On te dit, on peut pas, vous pouvez vous mettre ensemble, tout ce qui va avec. Donc, je pense que c'est ça. Et je suis en train de travailler dessus. Qu'est-ce que ça signifie, crise affective, selon vous? Comment est-ce que vous avez compris ça Alors, c'est simplement quand les gens vous ont beaucoup aimé, beaucoup soutenu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le PCRN, ma base, ils m'ont tellement soutenu pendant les élections. C'était vraiment incroyable. On était une équipe formidable. D'ailleurs, je pense que tout le monde a fait état de ça sur les réseaux sociaux. Quand on se déployait avec la campagne à l'américaine, c'était incroyable. Et à un moment donné, je pense que je suis pas revenue vers ma base pour justement faire la mise au point et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'il manquait quelque sorte cet état que je puisse les reconforter en fait, quoi, pour dire que voilà, nous sommes ensemble et les remercier surtout. J'ai vraiment pas eu le temps de le faire avec tous les événements qui se sont passés, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont très conscients de cela parce que presque tout le monde est revenu à de meilleurs sentiments et c'était juste que ça, pour dire que le président vraiment il sait de quoi il parle. Et de part de votre postule, on se serait attendu à vous voir membre du bureau politique du PCRN. Les élections ont eu lieu il y a quelques jours, mais vous n'y êtes pas. Comment vous expliquez ça? Non, en fait, c'est comme je l'ai toujours dit, moi je suis en politique pour servir la population. Quand je faisais la campagne, j'ai dit à tout le monde que j'ai un but. Mon but à moi, c'est d'être le flambeau ou alors le porte-étendard de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui a beaucoup de problèmes à pouvoir s'intégrer en ce qui concerne les emplois et autres. Moi, ça va être mon combat à l'Assemblée nationale. Pouvoir donner cette chance, cette tribune à la jeunesse-là de s'exprimer. Alors c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas quelqu'un d'assez administratif, on va dire. Donc, pour moi, le bureau, c'était vraiment pas pour moi. C'était pas pour moi. J'ai même pas présenté de candidature. C'est pas quelque chose pour moi. Je suis déjà assez occupée avec ce que je fais comme ça me convient. La gestion du parti, ça ne vous intéresse pas? La preuve, justement, vous lancez vos initiatives personnelles sans attendre que il y a des personnes qui sont mieux adeptes à pouvoir gérer le parti, qui ont beaucoup d'expérience. Ça demande aussi beaucoup d'expérience de pouvoir gérer les hommes, gérer les humeurs, les tempéraments et tout ce qui va avec. C'est une école que j'ai pas encore faite. J'estime que je suis pas encore prête pour cela. Peut-être ça viendra dans les années à venir, mais pour l'instant, je préfère maîtriser déjà mon sujet, la raison pour laquelle je suis à l'Assemblée nationale et que je puisse continuer le combat du PCRN qui voudrait que nous soyons donc cette voie-là, cette porte-étendard de la jeunesse, qu'on soit à la tribune vers laquelle tout le monde se retourne quand il s'agit des questions, du pays, de la nation. C'est ce qu'on veut au PCRN et on n'a jamais perdu ça de vue. Vous êtes désormais élu du peuple, vous êtes député à l'Assemblée nationale. On se souvient lors de votre campagne électorale, vous avez fait de nombreuses promesses, des écoles à réhabiliter immédiatement quand vous serez des écoles à réhabiliter, je n'ai pas dit immédiatement, j'ai dit le plus tôt possible, oui. Le plus tôt possible, parfois vous avez employé le mot immédiatement. Non, vous ne m'avez pas suivi dans la campagne. Et des actions justement à mener juste après votre élection. Si on vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait depuis effectivement que vous êtes élu, puisque c'est vous qui l'annonciez, vous répondrez quoi? Alors, ce que je fais déjà, c'est que je suis en train de me battre contre le coronavirus, qui est beaucoup plus important actuellement, puisque ça tue en ce moment. Donc voilà pourquoi le plan de riposte, sur lequel j'ai dû travailler pendant des semaines, justement pour avoir un plan bien ficelé et pour pouvoir savoir exactement quelle sera notre cible. C'est ce que j'ai fait et j'estime que c'est beaucoup plus impératif que des actions qui forcément continuent à venir, puisque je ne perds pas le Nord, comme on dit, je sais très bien ce que j'ai promis et je serai à la hauteur de ce que j'ai promis, ça certainement. Sinon, je sais que la population ne me pardonnera pas et je suis là pour eux, je travaille pour eux. Et l'une des missions qui sont les plus importantes actuellement, c'est de pouvoir combattre le coronavirus. Je pense qu'ils seront plus reconnaissants envers ma personne, ils seront plus aimables ou alors plus contents de savoir que la personne qu'ils ont élue quand même pense à eux et que par des moments de crise pareils,
je ne leur ai pas tourné le dos. Et puisqu'on était à l'Assemblée nationale, on y reste effectivement avec la question de ce jour, justement lors de la plénière d'aujourd'hui. On a parlé de cette réforme de la poste dans notre pays. Vous en parlez tout à l'heure avec cette sortie de Cabral Libby qui a interpellé la ministre des Postes et Télécommunications sur la question. Il est revenu sur certains aspects, évoquant justement sur certains aspects qui font que le secteur de la poste au Cameroun aujourd'hui se meurt pratiquement, reste dans les oubliettes. De quoi s'agissait-il exactement au cours de cette plénière d'aujourd'hui? Et quelle est la réponse justement que votre formation politique a obtenue du ministre des Postes et Télécommunications? Alors, justement, c'était la loi portant sur l'activité de la poste au Cameroun. Il y a eu pas mal de réformes. On travaille sur la loi de 2006 qui a été revue. Donc, ils sont sortis avec... il y a eu 101 articles. Donc, il y avait pas mal de choses, pas mal de réformes. C'est d'ailleurs une très belle loi et c'est une loi très intéressante. Cependant, comme l'a dit si bien le président Cabral Libby, je pense que sa plaidoirie existe sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut aller regarder exactement ce qu'il a dit. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on a eu comme réponse, eh ben, le ministre a pu répondre comme elle pouvait. Elle a essayé d'apporter quelques éléments de réponse, même si on n'a pas obtenu toutes les réponses nécessaires. Surtout sur les questions, par exemple, des taux fixés sur... par exemple, là, il est question d'apporter pas mal... Et en fait, il y a de nouvelles taxes en fait, qui sont en train de se mettre sur pied. Donc, on n'a pas toujours eu les bonnes réponses qu'on voulait. Et ce qui était encore plus frustrant, au bout de tout cela, c'est qu'on n'a pu déposer aucun amendement. Ça, c'était frustrant. Et pourquoi tout a été bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? On est à l'école, on est en train d'apprendre. On apprend tous les jours comment les choses sont en train de se passer. Donc, comme je vous disais tantôt, le président Cabral Libby a fait un très beau discours. Il a tiré l'attention sur pas mal de points, mais malheureusement, à la fin, aucun amendement n'a été pris. Voilà. Peut-être parce qu'on est minoritaire aussi. À l'Assemblée, oui. Pas de groupe parlementaire, finalement. Non, pas de groupe parlementaire. Peut-être pas cette année-ci, mais on espère que l'année prochaine, on aura un groupe parlementaire. On espère vivement. Une autre question, Nourane. Vous avez parlé des bailleurs tout à l'heure qui ne devraient peut-être pas percevoir des loyers et autres. Et puis, une question de téléspectateurs. Et que font justement ces bailleurs? Qui payera cela? C'est l'État qui viendra payer les loyers? Question, répondez. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit qu'il fallait que l'État puisse supporter ne serait-ce qu'une partie des loyers. Il peut supporter une partie des loyers. Parce qu'en fait, il ne faut pas aussi perdre de vue que ces bailleurs-là aussi ont des familles à nourrir. Donc, il faudrait que... C'est comme je disais, ça ne concerne pas juste que les bailleurs. Quand je dis, par exemple, qu'il faudrait que l'État puisse supporter de quelque manière ou d'un certain montant les salaires, par exemple, que ce soit de la fonction publique ou encore en ce qui concerne déjà que la fonction publique ne souffre pas trop puisque le salaire passe toujours, en ce qui concerne les secteurs privés par exemple, que l'État puisse apporter un appui à ces entreprises-là qui ne font pas de bénéfices actuellement, qui ne tournent pas à plein régime, mais qui sont obligés de payer leurs employés par exemple, que l'État puisse apporter un soutien. Et les bailleurs sont dans le même panier. Une autre question après cette sortie du ministre de l'administration territoriale. Allez-vous renoncer à votre projet, la riposte contre le Covid-19 Non, ou alors je vous allez pas. passer outre la loi pour continuer Je ne vais pas renoncer parce que j'estime que c'est une action sociale et que c'est une mission régalienne du député de la nation que je suis et que mon action est sociale et qu'elle est pour l'intérêt de la population. Maintenant, je vais essayer de tout faire pour me conformer à la note du MINAT. Mais je ne vais pas renoncer à ma mission. Non, ça serait lâche. Et la suite de la question, c'est naturellement, si jamais vous n'obtenez pas l'autorisation du MINAT, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je réponde tout honnêtement? Je continuerai. Vous avez passé outre la loi? Je suis un député de la République. Un député a-t-il le droit de violer les lois, Nourane? Rentrer dans les textes alors. Je voudrais que vous répondiez pour nos téléspectateurs. Un député a-t-il le droit de violer les lois de la République simplement parce qu'il est député de la nation? C'est pas pour rien qu'un député a l'immunité parlementaire.
C'est ma réponse. Ok, on retient que vous obteniez ou pas l'autorisation du MINAT, vous allez donc poursuivre votre action. Une autre question, elle est un peu personnelle, mais je vous la pose quand même. On constate que dans votre communication sur les réseaux sociaux, on constate une sorte de mise en exergue de votre apparence physique. C'est d'ailleurs pareil quand vous présentez des condoléances, vous ne vous abstenez pas de vous mettre en avant, avec très souvent des images qui ne cadrent pas avec l'émotion exprimée. Est-ce que cette attitude ne démontre pas un amour mal caché de l'apparence, du cosmétique, qui est synonyme de quelqu'un qui est autre chose que ce que vous présentez? Alors, je dirais à la personne, excuse-moi, je suis une jeune femme de 32 ans, et c'est pas parce que je suis députée de la République que je vais oublier l'âge réel que j'ai. Je suis jeune. J'ai eu un certain mode de vie, bien avant cela. Et si je change ce que je suis, du bout, ça veut dire du coup, je ne serai plus l'honorable Nourane Fotsing ou alors Nourane Foster, ce que j'étais bien être honorable. Je préfère rester fidèle à ma personne et je pense que ça, en fait, son propos est plutôt très déplacé et peut-être même pas hors contexte complètement parce que je ne pense pas que lors d'un deuil, je peux manquer de respect à qui que ce soit. Pendant les deuils, il faut absolument respecter la mémoire. Et je me suis toujours très bien tenue, donc je pense que ça ne cadre pas du tout. Maintenant, sur le fait que je mets en avant ma personne, je suis jeune, je suis ce que je suis, c'est naturel, je ne peux rien faire contre ça. Attendez quand j'aurai 60 ans. Ok. Une autre question, Nourane, au sujet effectivement de ce confinement. La question, le téléspectateur se demande effectivement si, lors du confinement, la riposte, le plan de riposte que vous portez aura la possibilité de venir en aide à tous ceux à qui vous demandez de rester à la maison. Au-delà, bien sûr, je prolonge sa question, de ce que les pouvoirs publics vont collecter, en attendant justement si les mesures sont prises sur la question. Comme je dis, moi je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux dans la limite des moyens qui sont possibles à ma portée. Mais toujours reste-t-il que la grande action, l'action la plus grande ou la plus importante devrait venir de la part de l'État du Cameroun qui doit prendre ses responsabilités. Mais en ce qui me concerne, je ferai tout pour satisfaire tant que je peux. Tout ce qui est ma possibilité, je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir soulager cette population-là qui souffre. Une autre question. Vous avez suivi certainement l'expérience des cours à la télévision, l'expérience des cours à la télé, et certains estiment, à la télé, à la radio justement, à la télévision nationale, la radio nationale aussi, et certains estiment que sur la base de ces cours, on devrait évaluer les enfants. Est-ce que vous êtes du même avis? Alors, c'est vrai que j'ai eu une jeune bachelière à la maison. En fait, elle est en train de préparer le bac et justement, elle est en train d'apprendre à la radio, WhatsApp et tout ce qui va avec. J'estime que c'est déjà pas mal, parce qu'il ne faut pas que les enfants restent à la maison à ne rien faire. Donc, j'estime que c'est une très belle mesure. Maintenant, je pense aussi qu'il faudrait peut-être qu'on prenne... parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le coronavirus va s'arrêter ou quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Je pense qu'en ce qui concerne cette année, je pense qu'on devrait également tenir compte, par exemple, des aptitudes durant l'année scolaire des différents élèves pour pouvoir les évaluer. Ça va peut-être leur rappeler qu'il faut bien travailler en classe aussi. Et une autre question, effectivement, toujours sur le confinement, malheureusement. Bonsoir. Je suis le député du confinement. Bonsoir, bonsoir Nourane. Vous qui insistez tant sur le confinement, qu'est-ce qui vous fonde à croire que ce sera la solution? Et il prolonge sa question en disant, je prends l'exemple de l'Italie que vous avez cité vous-même tout à l'heure et de la France. Ils sont confinés. Je vous rappelle qu'il y a eu 650 décès en France ce soir. Plus de 650. Et s'ils n'étaient pas confinés, ils auraient peut-être eu 2000. C'est aussi simple que ça. Le confinement, je le rappelle encore, il faut s'inspirer de là où tout commence, au niveau de la Chine. La Chine a réussi par la discipline à limiter le nombre de contaminations grâce au confinement total et le port obligatoire des masques. Ça veut dire, si je sors, j'ai mon masque, même si le virus se balade dans l'air, ça ne me touche pas. Et si je suis malade, je ne te contamine pas. Si je suis malade, à un moment donné, je fais les symptômes et je suis amenée à l'hôpital. Justement, voilà ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne les cas de la France et de l'Italie, le problème, c'est qu'ils se sont pris juste en retard. Et s'ils ne s'étaient pas
Et s'ils n'avaient pas décidé de prendre ces mesures-là, je pense qu'au lieu de 650 morts ce soir de la France, ils auraient eu peut-être 2000, 3000 morts, qui sait. Donc c'est important de pouvoir respecter les mesures de confinement et les mesures d'hygiène également. Se laver les mains tous les jours, le minimum ne serait-ce que déjà. Se protéger et protéger autrui. Et vraiment protéger aussi surtout les personnes du troisième âge parce que c'est les personnes les plus vulnérables. Il faut savoir que 98% des personnes qui seront atteintes par le coronavirus ne vont pas mourir. Peut-être 2% seulement trouveront peut-être la mort. Et généralement, ces 2% sont des personnes qui sont directement exposées à des maladies, à savoir par exemple des personnes du troisième âge qui sont généralement diabétiques ou ont des problèmes cardiaques, tout ce qui va avec. Et pour les jeunes, on a généralement aussi constaté que c'est des gens aussi qui ont des maladies, soit le diabète, soit l'asthme, soit tout ce qui va avec. C'est un peu comme, c'est une maladie opportuniste. Quand vous avez un système immunitaire faible, forcément, vous êtes sujet à des complications, généralement. Une autre question. Bonsoir Nourane. Qu'est-ce qui nous garantit que les fonds que vous collectez seront bien gérés? Parce que le président de votre parti n'a pas très bonne réputation dans ce domaine-là. Eh bien, je t'invite, toi qui me poses la question, à venir faire le contrôle, hein, parce que ça va être ouvert, franchement, à tout le monde. Chaque fois quand on aura des fonds qu'il faudra dépenser, ça va être fait de manière publique, on va le faire savoir, ça veut dire on va faire des achats, on va publier les factures, parce qu'il faut de la transparence totale pour éviter justement que les gens pensent qu'on arrête d'utiliser leur argent pour faire n'importe quoi. C'est important d'être transparent avec la population. Donc pour nous, si toi tu veux déjà faire partir des commissaires au compte, viens. Nourane est apparu dans la vie politique un peu comme un météore, à la surprise générale. Je crois que c'est plutôt un compliment. Qui est en fait Nourane Foster? C'est une question. Nourane Foster, c'est Nourane Fotsing. C'est une épouse, c'est une maman de triplé, c'est une femme d'affaires. C'est ce que je suis d'abord. Et maintenant, désormais, je suis députée de la Nation. C'est nouveau pour moi. J'essaie d'embrasser cette nouvelle carrière-là. Et je fais mes... J'essaye d'apprendre en fait. Je suis vraiment à l'école, j'essaye d'apprendre. Mais sinon, Nourane restait la même Nourane d'avant et c'est la même Nourane de maintenant. Et votre entreprise, où en est-elle aujourd'hui avec le Covid-19? Alors nous avons fermé. Cela fait bientôt 3 semaines. Et on attend. En fait, nous on s'est dit qu'on se donne 21 jours de confinement. Après les 21 jours, on va forcément probablement ouvrir. Juste après les 21 jours. C'est le temps de permettre à tous mes employés de se rendre compte de leurs conditions. Oui. Et à partir de ce moment-là, eux-mêmes, ils seront conscients, ils seront peut-être, je suis sain, donc je dois prendre les mesures nécessaires et on mettra forcément tout le nécessaire au niveau des différents magasins Nourishka pour que tout le monde soit à l'abri. Vous avez également fait une rentrée remarquée à l'Assemblée nationale en posant notamment des préalables pour la tenue des plénières en rapport avec la pandémie du coronavirus. Et le téléspectateur se demande si ce n'est pas un peu tôt pour vous de vous en prendre aux méthodes de l'institution. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt de faire quoi que ce soit. Il faut poser les actes et maintenant tu vois ce qui va se passer. Je suis certes jeune, je jouis pas d'une grande expérience, encore moins en politique, parce qu'on se demande vraiment si on arrive à maîtriser la politique, même quand on a 30 ans d'expérience à l'intérieur. La preuve, c'est qu'on a un gouvernement qui jusqu'à là a du mal avec la population. Donc je me fais les dents pour l'instant, je fais mes bancs, et c'est pas toujours facile. Mais il y a une chose que j'ai découverte depuis que je suis à l'Assemblée nationale, c'est qu'on apprend beaucoup. Et comme je l'ai toujours dit pendant la campagne, justement, je leur disais que pour nous, il n'est pas question forcément de faire partir tout le monde, mais il est question que ces anciens, ces sages-là, comme j'aime les appeler, puissent nous montrer le chemin, nous enseignent comment ça doit se passer. Donc certes, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des choses, je n'ai pas le monopole de savoir. J'entreprends des actions, je vois comment ça se passe, et s'il y a une leçon à tirer, je tire la leçon. D'ici quelques années, je serai Est-ce que vous exposez pas un peu beaucoup? Est-ce que vous ne prenez pas trop d'initiatives, finalement? Non, pourquoi? En fait, nous, au PCRN, on a décidé d'être vraiment ceux-là qui parlent. Vous voyez, pour l'instant, la majorité est absolue au niveau de l'Assemblée nationale par le RDPC, et qui ont ce qu'ils appellent à l'intérieur
des lignes de conduite, ou encore la discipline du parti, qui fait en sorte à ce que tout le monde se mue à une certaine mesure. Nous autres du PCRN, et on a toujours été comme ça, si vous avez bien vu comment est-ce que le président, généralement, Cabrel-Libis, il fait généralement, nous ne sommes pas là pour être tamis dans le silence et ne rien, et juste être en mode observation. Non, on est là pour être des acteurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire, prendre part à l'activité, justement, de ce qui se passe dans le pays. Et c'est parfois en prenant des actions. Et moi, j'aime croire même que l'Assemblée nationale, parfois, réagit comme moi je pose. Mais ça, comme par exemple, quand j'ai dit que je ne viendrai pas à l'Assemblée nationale lorsque les mesures ne sont pas prises, je vous promets qu'à l'instant où je posais ça, que je posais ce post-là sur les réseaux sociaux, rien n'était pris. Parce que les députés de la nation sont supposés être informés 12 heures minimum à l'avance de quelle que soit la mesure qui doit être prise à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et c'est après, justement, ma sortie, que les mesures ont été mises en œuvre pour que les choses s'améliorent. Donc, parfois, les gens peuvent penser que je prends beaucoup d'initiatives, mais si ces initiatives payent, alors tout le monde est bénéf. Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous ne respectez pas la discipline de votre parti et comment avez-vous vécu le fait que certains militants même du RDPC sur les réseaux sociaux estiment que vous preniez un peu trop d'initiatives, que vous alliez un peu trop loin en ne respectant justement pas la discipline de votre formation? C'est quoi la discipline que je n'ai pas respectée en réalité? Parce que les gens le disent, mais ils sont incapables d'apporter. On vous accuse de prendre la parole parfois sans attendre. Ah donc je suis supposée attendre. De votre formation politique, peut-être sans avoir consulté. J'ai l'impression que les les gens critiques sont parfois venues des militants du PCRN. J'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier que je suis d'abord un député et que j'ai une voix qui porte. Mais au-delà du fait d'être un député, avant ça, je suis restée quand même Noran Foster, qui a toujours une présence sur les réseaux sociaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai une existence qui remonte à plus de 7 ans. Donc, j'ai toujours été comme ça. Je ne vais pas changer parce que je suis aujourd'hui députée. Au contraire, le fait d'être députée me donne plus de poids et plus de légitimité quand je prends certaines actions. Et donc, je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais ce que je fais. Votre parti vous a jamais rappelé à l'ordre, vous dit par exemple... En ski, je vous ai dit tantôt, moi j'ai pas de problème avec ce qui concerne mon parti. Hein. Si je devais être rappelé à l'ordre, vous l'aurez su certainement. Mais ces critiques des militants, vous en foutez? Les gens sont libres de faire des critiques. Tout le monde ne peut pas vous aimer, ça c'est sûr. Tout le monde ne peut pas vous aimer, ça c'est sûr. Mais les critiques peuvent aussi être constructives quand ils peuvent démolir. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que vous entreprenez la chose. Donc, en ce qui concerne mon parti, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème de mise en ordre ou tout ce qui va avec. Si jamais c'était le cas, forcément, vous l'aurez su. Mais pour l'instant, je pense que mon parti n'a pas de problème avec ma façon de communiquer. Maintenant, les militants sont libres. Parce que même le président Cabrel-Libis subit beaucoup d'attaques. Mais c'est pas pour autant qu'il ne reste pas adulé au sein du parti. Donc, voilà. D'accord. On va sortir de cette émission, Noran, et je voudrais vous poser cette question. S'il vous était demandé de proposer 4 mesures concrètes au gouvernement pour barrer la voie à la montée du coronavirus au Cameroun, au-delà du confinement général naturellement, pour barrer la voie à la montée du coronavirus au Cameroun, ce serait quelle mesure? Déjà, un autre type de communication. Il faudrait que le gouvernement essaye de communiquer autrement, comme je disais, par les images. Ça veut dire rendre de plus en plus conscient de l'état, des dégâts réels et physiques que le coronavirus pose à la population. Comme par exemple, certaines personnes ne le savent pas, mais après le coronavirus, il y a des gens qui ont des problèmes de reins. Là. Après, ils sont obligés d'aller faire des dialyses et ça coûte cher, par exemple. Ça, c'est des conséquences graves du coronavirus. Donc, il faut conscientiser la population davantage en communiquant par des images. Pour moi, c'est important. Deuxième chose, serait par exemple de créer également ces fonds d'accompagnement-là. C'est très important pour pouvoir sortir de la crise. C'est très important. Déployer vous encore davantage... que l'État n'a pas de l'argent pour ça. Je pense que normalement, il y a assez de sous. Bon, moi, déjà. Je suis mais demander de ceux que l'on qui mette 100 pensent... milliards, par exemple. Je suis de ceux qui pensent que normalement, un État souverain a été doté de caisses d'urgence pour gérer ce genre de crise. Donc moi, je reste sur ce principe-là normalement. On ne peut pas dire que l'État du Cameroun, tout l'État du Cameroun n'a pas vraiment d'argent, alors que par exemple le budget annuel, le budget du Cameroun par exemple s'élève à
plus de 4 000 milliards, justement. Donc, si on demande pour gérer ce genre de crise, qui est derrière l'actualité, parce qu'il n'y a rien à faire, les écoles ne tournent pas. Donc, en ce qui concerne les écoles, il y a de l'argent qui dort, il y a plein d'activités qui ne tournent pas. Cet argent qui est consacré à ces différentes activités peut être reversé dans le compte du coronavirus pour pouvoir sortir de cette pandémie, par exemple. Troisième proposition. Comment dire, que l'action terrain des différents acteurs, les militaires et les gendarmes, par exemple, se sentent deviennent plus importantes et pas violentes, mais plus actifs sur le terrain. Ça veut dire qu'on les voit de plus en plus encore, qu'ils soient là dans le fait de pouvoir rappeler à la population la discipline, les mesures d'hygiène, qu'ils soient de plus en plus intégrés ou impliqués dans cette discipline-là. Je pense qu'il devrait être déployé dans ce sens-là. Ça serait très, très important. Maintenant, quatrième chose, c'est qu'on laisse les gens qui sont en train de vouloir lever les fonds pour pouvoir aider la population camerounaise, qu'ils le fassent, parce que c'est pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas l'intérêt individuel ou égoïste, mais c'est le bien pour la nation. Merci Nouran d'être venu à Parole d'Homme. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de Parole d'Homme et rendez-vous mardi avec un nouvel invité. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, les règles d'hygiène qui ont été prescrites. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou alors une solution hydroalcoolique. Respectez la distanciation d'1 mètre. Vous l'avez remarqué ce soir, cette distanciation qui a été bien respectée sur ce plateau. Évitez les zones de fort rassemblement et bien d'autres. Respectez simplement les mesures. Prenez soin de vous, protégez-vous et protégez vos proches. Bonsoir et à mardi prochain.